sur l'Ukraine. Alors, cette guerre, lorsqu'elle a démarré, Poutine a dit que c'est une opération spéciale ou qui était un observateur assidu de cette crise, qui semblait être très intéressé par les stratégies de la Russie. Est-ce que vous aviez pensé qu'elle durerait autant et que l'Ukraine résisterait jusqu'à ce jour? Mais je l'ai toujours dit, au début, quand on a lancé la guerre, je crois que c'était en février 2022, nous sommes en 2025, ça fait 3 ans. Oui. Ce jour-là, quand les forces russes sont entrées en Ukraine à partir de la Biélorussie pour attaquer Kiev, j'ai dit mais voilà ce qu'il faut faire. Parce que c'est ça en fait, ça dit vous attaquer le centre de gravité pour que la guerre dure le moins possible. Donc c'était la prise de Kiev, la chute du régime, et maintenant, après le reste, on verra. Donc voilà, le nouveau régime qui a été mis en place, beaucoup plus conciliant. Ça, c'était la stratégie russe. Donc quand ils l'ont lancé, j'ai dit, voilà, l'Ukraine ne va pas, la guerre ne va pas durer 10 jours. Parce qu'avec la puissance militaire russe, etc. Mais malheureusement, ils ont raté ça. Les Russes ont raté. Parce que les Russes, quand même, dans leur stratégie militaire, ils ont fait 110 ans, ils n'ont pas fait de projection de puissance. Ils ont plus été une force de maintien de l'ordre dans un espace qu'une force militaire capable de se projeter à l'extérieur. N'est-ce pas? Donc ça les a manqués. Vous avez vu beaucoup de manquements sur le plan tactique. Et les Ukrainiens, eux, avec l'appui des Américains, et des Européens. Et des Européens, mais les Ukrainiens, c'est des guerriers. Parce que c'était. Mais il avait une opération spéciale. Ça veut dire que dans l'opération spéciale, il n'utilise pas l'armée. Il utilise une capacité qui est un rapport de force égal au rapport de force de son adversaire. Et il augmente cet apport de force par ce qu'on appelle les multiplicateurs de combat, qui sont l'aviation, la marine, l'artillerie, les drones, etc. Quand vous les mettez, ça augmente votre capacité à jouer. Mais le problème, c'est que dans cette guerre, toutes les capacités, les multiplicateurs de combat ont été annihilés par les drones. Les drones ukrainiens? Les drones ukrainiens, les drones ukrainiens. Et la capacité de l'Ukraine à venir anticiper sur... Parce que ça, il fallait... On dit, les Américains disaient, parce que c'est ce qu'on appelle... Les Russes ont fait ce qu'on appelle meeting engagement. C'est-à-dire, c'est une bataille que seuls les Russes et les Américains peuvent faire. Mais pour le faire, il faut maîtriser le ciel et la terre. Sun Tzu disait, il faut maîtriser le ciel, la terre et la mer. Mais dans ce type de combat, où vous allez à l'offensive sur une position, il faut maîtriser le ciel et la terre. Mais le problème, c'est que les Américains avaient fait introduire en Ukraine des milliers d'armes anti-chars et d'armes anti-aériennes qui ont remis les Russes, qui ont compensé la suprématie aérienne que les Russes devaient établir en vue de pouvoir conquérir Kiev. Donc il n'y a pas eu de suprématie aérienne. Et les Américains ont aussi donné des armes anti-chars que nous, on a utilisées, qu'on appelle les MOW, les LOW, les trucs et ça, Light Anti-Char Weapon. Donc chaque combattant était capable. Je me rappelle, moi, à l'école, je portais 9 LOW. Et chaque LOW peut détruire un char. Donc les Ukrainiens avaient tellement bien préparé, c'était tellement bien préparé, que les Russes aussi n'avaient plus pas cette projection de force. Ils ne l'ont pas fait depuis 70 ans. Depuis l'Afghanistan, ils n'ont pas fait de projection de force. Donc on a vu des manquements tactiques à cette projection, notamment la couverture aérienne qui n'a pas existé, la suprématie aérienne qui n'a pas existé, et ils ont attaqué que sur une position. Moi ça m'a paru bizarre, j'ai dit mais comment une force va attaquer sur une position? Non, ils avaient attaqué sur 3 positions. Mais la deuxième façon, qui était l'aéroport de Hostomel, a raté. Ils ont raté ça, parce qu'une fois que cette force venant de la Biélorussie est rentrée, la prise de l'aéroport permettait de mettre encore une deuxième force, de projeter une deuxième force à partir de l'aéroport pour pouvoir renforcer l'offensive qui venait du nord. Mais ils ont raté cette chose et les gens ont détruit l'aéroport. Les Ukrainiens ont détruit l'aéroport, donc l'aéroport ne servait plus à rien, donc il n'était plus possible de mettre en place une opération aéroportée, n'est-ce pas, aéromobile, qu'ils voulaient mettre en conquérant l'aéroport. Donc ça posait des problèmes. Donc ils ont ils ont changé donc leur opération. Et ils ont renversé cette opération, ce qu'on appelle la réversibilité opérationnelle. Une fois qu'ils ont raté leur entrée, moi je pensais que c'était 10 jours, moi je suis resté 15 jours, j'ai vu que les Russes ne rentraient pas, j'ai dit il y a un problème.
Le problème, c'est qu'ils ont raté. Donc, ils ont fait la réversibilité de l'opération, c'est-à-dire qu'ils sont repartis dans le Donbass. Et les Ukrainiens en ont profité pour faire lancer une offensive contre les forces russes. Mais ce n'est pas l'armée russe, c'est la force qui a été mise en place pour une opération. Parce que n'oubliez pas, il y a une opération et la guerre, et une guerre, c'est différent. Okay. Oui, une opération, utilise d'abord une partie des capacités militaires, elle n'utilise pas toutes les capacités militaires. Ensuite, son objectif est un objectif politique. Alors qu'une guerre, il y a une déclaration de guerre, et vous avez un objectif national, endossé par une Assemblée nationale qui valide ce que vous faites. Donc c'est ça la différence. Donc vous ratez une opération, vous aurez, ça va répercuter sur le plan politique. Okay. Mais si vous ratez une guerre, c'est le peuple qui vous a dit, nous sommes d'accord pour aller en guerre avec vous. Hein? Parce que l'Assemblée a donné son aval. Oui, l'Assemblée nationale a fait une déclaration de guerre. Je donne un exemple très simple, l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'est une guerre pour les États-Unis. C'est pourquoi on a pu arrêter l'Irak, on ne peut pas arrêter l'Afghanistan parce qu'il y a une déclaration de guerre. C'est ce que vous avez appelé le Patriot Act. N'est-ce pas? Par contre, en Irak, en 1991, il n'y a pas une déclaration de guerre, c'est une opération. Donc les Américains ont monté une opération qu'on appelle Desert Shield et Desert Storm, qui ne pouvait durer que 3 mois, parce qu'une opération ne dure que 3 mois dans ces pays, et vous devez revenir demander encore la permission de continuer. Mais là, c'est l'échec de l'offensive russe qui a fait que ça dure 3 ans. Mais sinon, au départ, dans la stratégie russe, ça ne durait même pas 15 jours. Hein. Et ils prenaient Kiev, et puis changeaient le gouvernement, et puis ça. Peut-être après, les autres allaient passer en asymétrie, mais ça, c'est une guerre asymétrique qu'ils allaient faire, non pas une guerre dissymétrique maintenant. Là, ils allaient passer, s'ils avaient réussi, ils allaient peut-être passer à une guerre asymétrique. Parce que peut-être l'armée ukrainienne va se diluer dans la population et bon, les attaquer, tout ça, etc., comme on a vu dans tous les pays. Mais là, ils ont raté. Quand ils ont raté, l'armée ukrainienne s'est réveillée et a lancé une offensive contre l'armée russe. Voilà, qui a même eu des problèmes de personnel, des problèmes de trucs. Ils ont fait la mobilisation, hein, ils ont réuni... Voilà, et là que la mobilisation, les Russes n'ont pas de réserve. Et c'est la réserve qui gagne la guerre. Ils n'ont pas de réserve. C'est pourquoi ils sont obligés de faire la mobilisation. Mais la mobilisation est très mauvaise pendant la guerre. Parce que ces gens que vous amenez n'ont pas d'expérience. Les Ukrainiens, eux, ils ont anticipé la mobilisation. L'armée ukrainienne est faite comme ça. Elle est faite avec une réserve. Comme l'armée israélienne. Voilà, exactement. Sa réserve même est supérieure à son actif. Ah oui? Oui, il a un actif peut-être de 400 000, quelque chose comme ça, 200 000, 400 000. Une réserve qui l'amène presque à 800 000, comme l'armée israélienne. Ah oui. Mais les Russes, ils ont une armée en fait professionnelle. Mais ils n'ont pas de réserve. C'est pour ça d'ailleurs ils passaient de la mobilisation. Mais la mobilisation, je disais, quand ils le faisaient, ça ne servira à rien. Parce que ce n'est pas un multiplicateur de combat. Si votre réserve n'est pas une réserve... Parce que dans la mobilisation, la réserve mobilisée doit être des gens qui ont déjà manœuvré avec la force engagée et qui ont leur place déjà prévue dans la force. Si vous allez dans l'armée américaine, la réserve, elle connaît sa place. Elle manœuvre avec la chose. Elle est préparée, elle sait ce qu'elle fait, elle a ses ordres d'opération, elle a ses trucs, etc. Et quand en temps de guerre, elle connaît, quand on les déploie, elle sait exactement où entrer. Et c'est ça une réserve. Ouais. Mais les Russes n'ont pas ça. Et ça a permis de faire durer la guerre. Voilà. Mais quand même, est-ce que, bon, si les Occidentaux n'avaient pas été derrière l'Ukraine, malgré l'inorganisation de la Russie, je pense que l'Ukraine aurait capitulé plus tôt, non? Mais bien sûr, parce que je te dis, le centre de gravité de l'Ukraine, oui, c'est l'aide américaine. Oui. Et s'il n'avait pas l'aide américaine, bon, aujourd'hui, on a arrêté l'aide en mars 2020, vous voyez, la Russie en a profité pour lancer une offensive et ils ont des difficultés sur le front. C'est-à-dire que la défaite, si la défaite ukrainienne, le recul ukrainien est lié au dépérissement de l'aide américaine par justement Trump et les républicains qui ont bloqué comment on appelle, l'aide au mois de mars. Ouais. Et c'est à ce mois de mars que les Russes ont profité pour lancer leur offensive qui a continué jusqu'à maintenant. Ils ont reconquis le Donbass, etc. Voilà. Alors, mon colonel, je sais que lors du génocide au Rwanda, vous vous êtes occupé de la communication des armées. Alors, dans le cadre de cette guerre russo-ukrainienne, quelle analyse faites-vous de la communication qui a été faite? Parce qu'en Europe, la communication, c'est de dire que voilà, l'Ukraine avance, que Poutine va échouer et tout ça. Oui, c'est la communication réactive que l'Europe avait. Parce que Poutine, les Russes ont ce qu'on appelle la guerre hybride.
Les Européens ne peuvent pas faire de guerre hybride. C'est ça la profonde différence entre ça. Dans une guerre hybride, vous prenez l'ensemble des guerres que vous combinez en une même guerre. Et dans cette guerre-là, il y a deux éléments fondamentaux qui sont des multiplicateurs de combat. C'est la communication, le cyberespace, hein, et la propagande. Mais les Russes sont très forts dans ça. Ils vous disent des choses, les Russes, qui n'existent pas. Ils vous racontent des choses. Quand vous êtes un bon tacticien, vous regardez, c'est pas vrai. Mais parce que ce que les Russes veulent, dans une guerre, ils disent on ne peut pas gagner une guerre sans propagande. Donc ils ont la propagande devant. Alors que les Occidentaux, là, ils ne sont pas faire de propagande, les Russes. Pourquoi? Parce que c'est, comment on appelle, c'est pas aux États-Unis. La loi interdit ça. Et puis, la presse américaine, elle est beaucoup, même parfois plus puissante que l'État américain. Donc l'État américain ne peut pas faire de propagande sur la presse, parce que la presse peut toujours vérifier ce qui va se passer. Alors que les Russes... La presse est muselée en Russie. Elle est muselée, c'est ça. Mais la guerre hybride impose le musellement de toutes les libertés, le musellement de la presse, le musellement de... Il n'y a qu'un seul qui dit ce qui se passe, etc. Alors qu'en Occident, je disais, la guerre hybride est impossible pour les Occidentaux. Donc ils sont dans la réactivité plutôt que dans l'offensive. La Russie a mis une machine de propagande extraordinaire dans cette guerre-là, etc., etc. Et c'est ça la guerre hybride. La guerre hybride, c'est la combinaison des capacités militaires avec des capacités de cyberespace, des capacités de communication et tout ça. Lisez bien cette doctrine de guerre hybride qui a remplacé la doctrine du rouleau compresseur par les Russes. Vous disiez que la Russie est mal barrée parce qu'il y a un moment, elle a lancé son opération. Ouais, donc, est-ce qu'une armée doit toujours se trouver des occasions de combat pour être à jour? Bon, ça dépend. Parce qu'on ne peut pas créer des guerres pour être à jour. Mais par exemple, l'armée sénégalaise, je parle de l'armée sénégalaise, chaque armée a sa tour. Nous, on a, dans les déploiements, vous avez eu des armées qui ne se sont jamais déployées en Afrique. Donc l'officier qui arrive dans ces armées-là n'a jamais vu une force militaire déployée. Donc ça, c'est un problème. Les états-majors n'ont jamais été préparés à gérer une force déployée. L'armée sénégalaise, par exemple, avec les forces des Nations Unies, moi, en tant que lieutenant, c'est la première fois que je voyais une force opérationnelle déployée sur le terrain. Donc ce n'est plus les livres que je lis, c'est la réalité du terrain. Et je vois mon sous-groupement qui est en train d'être formé. Parce que en temps de paix, chacun est dans son bataillon. Quand on se déploie, on nous met ensemble. Donc déjà, c'est quelque chose qui permet à l'officier. Ensuite, il y a les états-majors. Et c'est une guerre, c'est surtout, une armée, c'est surtout ses états-majors. Bien sûr, il y a sa formation, il y a les manœuvres qu'il faut qu'elle fasse, mais il y a aussi la formation de ses élites. Quand vous regardez la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui ont mené la Deuxième Guerre mondiale venaient toujours tous de la Première Guerre mondiale. Tous. De Gaulle, Première Guerre mondiale, il était capitaine. Il était avec Pétain, dans le même bataillon, le bataillon de Arras. Vous allez Goebbels, il était de la Première Guerre mondiale, aviateur, etc. Rommel, Première Guerre mondiale. Zhukov, Première Guerre mondiale. Vous allez aux États-Unis, vous avez le général MacArthur, qui était à la retraite en 1936. On l'a ramené, Première Guerre mondiale. Donc, c'est cette expérience des élites et des états-majors qui conçoivent les unités. Les autres, on peut les changer, on peut les interchanger. Mais les états-majors doivent être des états-majors capables de mener une guerre. Et c'est ça qui avait été le problème des Alliés pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'ils avaient fait 16 ans sans guerre. N'oubliez pas que 1918, c'était la fin de la Première Guerre mondiale. N'est-ce pas? C'est pourquoi la projection de leurs forces a eu lieu en Afrique. Donc c'est en Afrique que la troisième armée américaine est venue, à Tunis. N'est-ce pas? Et la première opération Torche a été lancée à partir de l'Afrique. Ça a permis d'entraîner les hommes, de préparer les états-majors, etc. Et ces états-majors venaient de la Première Guerre mondiale, donc ils avaient déjà une expérience militaire pour monter ces trucs-là.